Grand reporter, présentateur télévisé, pigiste, chroniqueur, le métier de journaliste a longtemps fait rêver sans pour autant être facile d'accès. La question de la déontologie dans le journalisme a vu le jour au XXe siècle lors de la professionnalisation du métier. Aujourd'hui, nous discutons d'éthique journalistique et de liberté de la presse avec nos deux invités dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le professeur Mbaye Thiam. Bonjour professeur. Bonjour Sophia. Alors vous êtes archiviste, documentaliste et vous exercez aussi à l'EBAD, la grande école des bibliothécaires et archivistes et documentalistes de l'UCAD. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. Et Monsieur Mamadou Ibra Kane, comment ça va Monsieur Kane? Bonjour Sophia, ça va très bien. Merci d'être là. Vous êtes président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, donc du CEDEPS, et administrateur général d'Africom. Parfait. Alors, je vous remercie tous les deux d'être là aujourd'hui pour aborder une question assez passionnante, celle de la liberté de la presse au Sénégal. Souvent, on sait que de nos jours, les jeunes sont attirés par ce métier, par l'audiovisuel. Mais est-ce que vous pouvez revenir, Monsieur Kane, sur vraiment la vraie définition du métier de journaliste? Je voudrais d'abord saluer le professeur Mbaye Thiam, qui est un grand intellectuel et qui a beaucoup contribué donc à l'identité nationale. Et nous espérons qu'il va continuer sur cette lancée. Le métier de journaliste se définit selon le Code de la presse du Sénégal, en son article 4, comme un diplômé d'une école de journalisme reconnue par l'État, chargé de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Mais cette définition est très laconique, en ce sens que le journalisme enseigne des techniques. Le journalisme ne forme pas. Donc, il y a lieu, avant d'avoir une formation en journalisme, d'avoir un background intellectuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, sauf au Sénégal, pour être journaliste, il faut avoir au moins un diplôme universitaire. Importe peu la discipline, parce que la formation universitaire donne des connaissances, donne la rigueur dans la démarche intellectuelle, donne la capacité d'abstraction. Et quand on n'est pas universitaire, c'est très difficile à l'avoir. Il y a certaines sciences, notamment les sciences religieuses, où les érudits parviennent à atteindre ce niveau intellectuel-là. Donc il faut d'abord qu'il y ait un background intellectuel. Il faut la culture générale. Sans la culture générale, il est difficile d'être un bon journaliste. On peut être journaliste, mais difficile d'être un bon journaliste. Il y a également la curiosité. Nous vivons dans un monde qui est extrêmement complexe. De notre enfance à l'âge adulte, on a besoin de réfléchir l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous apprenons très vite à marcher, nous apprenons très vite à parler. D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants, quand ils me proposent une idée, je leur dis, mettez ça sur papier. Parce qu'en mettant sur papier, ça permet de structurer la pensée. Tout à fait. C'est très facile de bavarder. On peut prendre le micro, on est un bon parleur, on peut parler alors qu'en réalité, on ne dit rien. Quelque chose qui ne correspond à rien. Donc, c'est important d'apprendre à penser. Et le journaliste, on ne dit pas qu'il est spécialiste en tout. Un journaliste ne peut pas être spécialiste en tout. Mais avec les techniques qu'on lui a apprises, il peut aller chercher l'information. C'est ce qu'on appelle la collecte de l'information. Il peut recueillir de l'information. Par exemple, quand dans votre rédaction arrive un communiqué, ce n'est pas n'importe qui peut traiter un communiqué. Il ne s'agit pas de répéter
le contenu du communiqué. Il faut donner au lecteur, au téléspectateur, à l'auditeur, les clés de compréhension de l'information qu'on a reçue ou bien qu'on est allé chercher. C'est comme un simplificateur en fait de l'information parce qu'il doit être capable de fournir une information accessible à tout le monde. Oui, oui, c'est-à-dire que la démarche donc, journalistique est avant tout pédagogique. Okay? Pour qu'une question complexe, le journaliste puisse le ramener à quelque chose d'élémentaire, d'accessible à tout le monde, comme vous l'avez dit. Okay? Bon, mais pour qu'il puisse comprendre lui-même cette information, parce qu'un journaliste qui ne comprend pas ce dont il parle, ce qu'il écrit ou bien ce qu'il montre, bien entendu, la compréhension en sera mauvaise. Donc, il faut que lui-même, il ait les qualités, les compétences du moins, pour comprendre le pourquoi du comment des choses. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut que la personne comprenne le pourquoi du comment des choses. Sans ça, comme je dis souvent à mes enfants, vous serez des moutons de Panurge. Tout à fait. Vous aurez le torticolis à force de regarder à droite et à gauche en fonction de la personne qui parle. Donc pour ça, il faut une assise intellectuelle. Et donc, c'est facile aujourd'hui au Sénégal d'être un journaliste. Avec un bac, on fait 3 ans de formation et on a un diplôme de journaliste. Tout à fait. C'est facile au Sénégal, entre guillemets, d'être journaliste de nos jours. Vous avez donné tant de qualités dont le véritable journaliste doit montrer et doit avoir pour pouvoir bien faire son travail. Mais justement, professeur Mbaye Thiam, j'aurais voulu savoir, selon vous, un bon journaliste se définit comment? Pas seulement un journaliste, mais un bon journaliste. Un bon journaliste, merci beaucoup Sophia. Je voudrais d'abord saluer la présence de Mamadou auprès de moi. C'est un bon professionnel que je connais bien, mais au-delà d'être un bon professionnel, c'est aussi un militant de sa profession. J'ai eu à le croiser sur des espaces de réflexion, notamment quand il s'est agi de travailler sur le projet de loi sur l'accès à l'information. Il était présent avec nous pour organiser pratiquement d'un point de vue juridique, réglementaire et autres, l'accès à l'information. Et je voudrais donc le saluer et le féliciter pour tout ce qu'il fait. Vous me dites, qu'est-ce que c'est qu'un bon journaliste? J'allais vous répondre par une boutade. Un bon journaliste, pour moi, ce serait un bon bibliothécaire, un bon documentaliste, un bon archiviste. Je répète souvent à mes étudiants que le métier qui est un jumeau siamois de l'archivistique, du bibliothécaire et du documentaliste, c'est le métier de journaliste. Bizarrement, on a presque le même vocabulaire, même si les contenus ne divergent pas, mais ne sont pas les mêmes. La chaîne documentaire, ce que nous appelons la chaîne documentaire dans les métiers de l'information documentaire, c'est collecter, classer, conserver, communiquer. Et quand on dit traitement de l'information, on dit collecter l'information, traiter l'information, diffuser l'information. On a l'impression de parler d'un journaliste. Et cela est tellement évident qu'en tant que directeur de l'EBAD, entre 1996 et 2006, j'avais noté pendant une bonne période, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, que l'EBAD et le CESTI étaient devenus presque pratiquement une espèce de base communicant, mais d'un côté. C'est-à-dire que les étudiants faisaient le premier cycle de l'EBAD, diplômés de l'EBAD, ils passaient le concours du CESTI et 9 sur 10 qui le faisaient passer le réussissaient. Et parmi ceux qui sont passés par ce chemin, je compte aujourd'hui une vingtaine d'excellents journalistes dans tous les médias publics et privés du Sénégal. Ce qui conforte ce que Mahmoud disait tout à l'heure, qu'avant d'aller faire un métier de journalisme, aller faire un diplôme académique dans une autre discipline, le droit, la sociologie, la philo, l'histoire, la géographie ou l'archivistique ou la documentation, prédispose déjà à être un bon journaliste. Et un bon journaliste, pour moi, c'est d'abord une affaire de compétences, de savoir d'abord et de compétences. D'avoir été formé pour qu'on vous dise qu'est-ce qui distingue le métier de journaliste des autres métiers, même s'il le reproche. Ensuite, quelles sont les méthodes, les processus à partir desquels on exerce son métier de journaliste. Et le dernier rapport qui est essentiel, c'est quels sont les codes. Codes sur le plan juridique et légal,
sur le plan déontologique qui encadre le métier de journaliste. Sous le rapport de ces éléments, on peut dire que quelqu'un qui a un bon background, comme disait Mamoudou tout à l'heure, de formation dans une autre discipline, qui arrive après dans une bonne école des métiers de l'information journalistique et qui n'est pas pressé, comme on l'est trop souvent dans nos pays, mais exerce son métier à côté d'anciens qui vous encadrent, vous forment au fur et à mesure, a toutes les chances de devenir à terme un bon journaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui a les aptitudes, les connaissances, les compétences et l'éthique pour collecter l'information comme il faut, traiter l'information comme il faut et diffuser l'information comme il faut. Tout à fait. Vous avez parlé de déontologie et d'éthique. Et justement, Monsieur Kane, il y a une charte déontologique qui régit le métier de journalisme. Et cette charte fait beaucoup accent sur l'éthique journalistique. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, quand on parle d'éthique journalistique, on fait référence à quoi exactement? En fait, donc l'éthique, d'un point de vue étymologique, c'est la morale. Toute personne, quel que soit son domaine d'activité, doit avoir une éthique. Éthique, donc professionnelle. Connaître les lois et règlements pour les respecter, les us et coutumes. Par exemple, ce qui est valable ici au Sénégal n'est pas valable au Canada dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Par exemple, en considérant le cas dont on parlait sur l'homosexualité, Oui. L'homosexualité n'est pas acceptée au Sénégal. Dans les pays européens, dans les pays développés, c'est quelque chose de normal, la liberté sexuelle, etc. Donc, du point de vue éthique, je ne peux pas aborder les questions de la même manière que je l'aborderai dans un pays ou bien dans un autre. Il y a la probité également intellectuelle. Aujourd'hui, dans notre profession, il y a beaucoup de corruption. Tout à fait. Il y a beaucoup de corruption, à commencer par ce qu'on appelle très pudiquement les per diem. Oui. Il y a des journalistes qui justifient cette pratique. Il y a, comme on dit, des patrons de presse qui justifient cette pratique. Mais en réalité, c'est de la corruption. Okay? Donc, il faut que la personne ait une éthique professionnelle. Un journaliste qui est payé par une entreprise, s'il n'est pas content de ce qu'il gagne, il n'a qu'à aller faire autre chose que du journalisme. On ne peut pas être un policier véreux, un magistrat véreux, un journaliste véreux, un douanier véreux, etc. Okay? C'est ça l'éthique. Et pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a Oui. beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est pourquoi le combat que nous menons aujourd'hui, pour que le journaliste ne soit pas un clochard, pour que le journaliste ne soit pas un mendiant. Parce que, comme nous l'avons dit, pour être un bon journaliste, il faut être un intellectuel. Tout à fait. Un intellectuel, ce n'est pas moins de 4 ans, 5 ans de formation universitaire, plus au moins 2 ans ou 3 ans de formation en journalisme. Ouais. Un intellectuel doit avoir les moyens d'être indépendant. Tout à Parce que quand on n'est pas indépendant, on n'a pas d'éthique. Quand on n'est pas indépendant, on n'a pas d'éthique, c'est important de le dire parce que le besoin souvent nous empêche peut empêcher certains d'être objectifs. Et justement, professeur Baïcham, comment est-ce qu'on peut juger de l'objectivité d'un journaliste, que ce soit à travers la collecte de données, jusqu'au traitement de l'information, jusqu'à la manière dont il diffuse l'information ou il relaie l'information aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Comment vous jugez de son objectivité? L'objectivité, Sophia, c'est un idéal. C'est un idéal. C'est-à-dire c'est la manière, la démarche méthodologique la plus formalisée du point de vue scientifique. Pour faire en sorte que, quand on cherche à atteindre un objectif, on utilise des chemins dénués de tout subjectivisme. Et qu'on travaille à faire en sorte que la démarche utilisée soit dénuée de toute forme de subjectivisme, d'intérêt particulier ou alors
de mission qui se cache derrière ce que l'on vise. Sophia, le métier de journaliste, moi j'ai eu la chance d'avoir été un des artisans dans le groupe Sénégal et Afrique francophone du sommet mondial pour la société de l'information. Et de Genève 1 à Tunis, nous avons participé à la majorité des forums qui ont structuré les caractéristiques de la société de l'information. Quand on rentre dans un métier comme celui de l'information, on y entre parce qu'on veut être journaliste, mais il ne faut jamais oublier que c'est l'un des métiers à enjeux les plus importants aujourd'hui dans le monde. La caractéristique principale du XXIe siècle, c'est que c'est une société de l'information. Et être journaliste aujourd'hui, c'est être au cœur d'un des besoins les plus importants de citoyenneté, les besoins les plus importants de démocratie, les besoins les plus importants de performance, de pertinence. Dès lors, quand on y entre, mais on doit y entrer comme on entre en religion. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que être archiviste, bibliothécaire, documentaliste, journaliste, donc tout ce qui est métier de l'information, on y entre comme en religion. C'est-à-dire que derrière la logique légitime de chercher un métier avec un salaire pour vivre décemment, se cache une forme de militance qui permet d'apporter derrière son objectif personnel une contribution au développement de la société à laquelle on appartient. Et donc, n'est pas journaliste qui veut, n'est pas journaliste qui peut, et journaliste celui qui est déjà préparé, à la fois sur le plan professionnel, scientifique et tout, mais celui qui est préparé sur le plan éthique. Les journalistes sont comme les archivistes. Les grands journalistes sont comme les archivistes. L'essentiel de ce qu'ils trouvent comme information en général, ils ne le publient pas. Parce qu'ils en mesurent la portée, ils en mesurent les conséquences et ils préfèrent, dans une forme de responsabilité sociale, s'asseoir dessus et faire autre chose. Les archivistes, ils font pareil. Moi, je connais des choses dans ce pays parce que je suis archiviste et je l'enseigne depuis 40 ans à l'université. C'est des bombes. Or, on a les preuves formelles de ce que l'on trouve. Mais on n'en parle jamais parce que la société à laquelle on appartient, c'est sa tranquillité, sa sérénité, sa paix est au-dessus de nos contingences. Cette affaire de per diem dans les métiers de journalisme au Sénégal, j'ai le regret de le dire avec tout le respect que je dois moi à tous les journalistes de ce pays. Je me considère à la limite comme une partie d'entre eux. C'est un scandale sur lequel la profession doit tôt ou tard se donner les moyens de l'éradiquer définitivement pour faire en sorte que le journaliste qui part vers un reportage, vers un dossier, vers une enquête, vers quoi que ce soit, se comporte comme un envoyé social de la société pour aller collecter correctement, traiter correctement, conserver correctement. Il ne faut pas que tout ce que l'on traite soit dit et surtout communiquer à bon escient. Un spécialiste québécois disait communiquer de manière civique pour que tous ceux qui perçoivent l'information en tirent profit individuellement, mais que collectivement, la société également en tire profit. La société en tire profit. Comment l'éradiquer? Peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure, professeur. Là, j'aimerais qu'on entre justement dans le vif du sujet, qui est en fait la liberté de la presse au Sénégal. Vous avez parlé d'archiver, de sélectionner les informations à donner, etc. La liberté de la presse au Sénégal, Monsieur Kane, si je vous posais la question, où est-ce qu'elle se situe? Est-elle absolue? Où est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce qu'elle commence? Vous me répondriez quoi? Je vous répondrai que d'abord, pour un peu le prolongement du professeur Mbaye Thiam, le monde dans lequel nous vivons, le XXIe siècle, c'est le monde de la connaissance. Quel que soit le domaine d'activité aujourd'hui, sans connaissance, on ne peut pas évoluer. Dans l'agriculture, nous sommes un pays arriéré d'un point de vue économique, mais la majorité de la population est ignorante. Cette population-là, pour qu'elle puisse s'épanouir, se développer,
il lui faut la connaissance, dans quelque domaine que cela puisse être. Dans le domaine agricole, dans le domaine sanitaire, etc. etc. Et de ce point de vue-là, la presse a un rôle particulier à jouer. Parce que la presse a un rôle de vulgarisation de la connaissance, de vulgarisation de l'information, quel que soit le domaine. Très souvent, pour caractériser le rôle de la presse, on parle de son rôle politique. Effectivement, la presse au Sénégal a été un levier extrêmement important dans la démocratisation de la société sénégalaise, dans la stabilité politique et sociale au Sénégal. Donc, on stigmatise notamment le fait que c'est la presse qui a permis, qui a été un des facteurs en tout cas les plus importants pour permettre une alternance politique en 2000 et en 2012. Tout à fait. Mais ce n'est pas que ça la presse. La presse, dans la période actuelle que nous vivons, avec la pandémie Covid-19, la presse, comme on l'a eu d'ailleurs, le même rôle qu'on a joué lors de la lutte contre le virus donc Ebola, la presse joue un rôle de lutte contre la maladie en vulgarisant l'information sanitaire. Les mesures barrières, les enquêtes que nous menons sur le terrain pour comprendre comment se fait-il que la maladie se développe de plus en plus, quels sont les efforts des autorités sanitaires, quelles sont les limites de nos autorités sanitaires en matière de matériel, en matière de ressources humaines, etc. etc. Étant plus jeune, à Radio Sénégal, la radio nationale, il y avait des émissions sur l'armée. Quel est le rôle de l'armée dans le développement de la nation? Il y avait des émissions qui continuent d'ailleurs jusqu'à présent sur la vulgarisation du code de la route. Il y avait des émissions de vulgarisation des techniques agricoles. Aujourd'hui, nous sommes un pays sous-développé agricole. Tout ce que nous mangeons, nous l'importons. Même les tomates, nous les importons du Maroc, à 3000 km. Alors que le potentiel agricole et hydro-agricole que nous avons est incomparable. Nous avons des terres qui sont fertiles, nous avons de l'eau, nous avons le soleil. Et de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre. Absolument. La main-d'œuvre qui déserte les zones rurales pour venir à Dakar et se contenter ou bien du vol à la tire, ou bien d'être cireur, etc., etc. Donc, cette population-là, elle a besoin d'une information pour se prendre en charge. Et c'est de ce point de vue-là que le rôle de la presse dans le développement économique et social est extrêmement important. C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier la liberté de la presse. Par exemple, le président Macky Sall, quand il était dans l'opposition, mais il était content de la presse. Le président Abdoulaye Wade, quand il était dans l'opposition, il était content de la presse. Arrivé au pouvoir, ils ont totalement changé. D'abord, le président Abdou Diouf n'était pas content de la presse. Parce que la presse favorise la pluralité des opinions. Donc, un journaliste doit donner la parole à toutes les parties. Tout à fait. Un journaliste doit aller même chercher des gens qui ne s'expriment pas pour qu'on puisse les entendre. Ça n'arrange pas nécessairement l'État, ça n'arrange pas nécessairement le régime au pouvoir, le parti au pouvoir. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous sommes, disons, des fois en conflit avec les pouvoirs. Oui. Mais ce que les tenants du pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, et surtout le citoyen sénégalais, doivent comprendre qu'on doit protéger la presse. Et de ce point de vue-là, la liberté de la presse est fondamentale. Ce n'est pas aujourd'hui le président Macky Sall, demain je ne sais quel autre président, etc. Mais
c'est un facteur, un vecteur important pour l'avancement de la société. Tout à fait. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve récemment avec les dernières déclarations du président Macky Sall par rapport à la presse liée au coronavirus et à la manière de traiter l'information liée à la Covid-19. On a aussi l'exemple de ce qui s'est passé récemment quand on parle de liberté à la presse au journal Les Échos, qui s'est retrouvé saccagé après la diffusion d'une certaine information. Moi, j'aurais voulu vous demander, professeur Thiam, quand il se passe ce genre de choses, où la liberté de la presse est déjà, est-ce que vous pensez que c'est une attaque à la liberté de la presse? Est-ce que la liberté de la presse se trouve menacée par des enjeux politiques, économiques ou sociaux? Et si oui, qui protège la presse, finalement? Je voudrais, avant de répondre, rebondir sur quelque chose que Mamoudou a dit au début de son dernier propos et qui est essentiel. Il a parlé d'importance des savoirs. Et à la dernière session du Sommet mondial pour la société de l'information, je vous ai dit qu'on a défini la société de l'information. Et en résumé, le sommet de Tunis, où il y avait 5800 personnes venant de 190 pays et organisations à travers le monde, on a dit la société de l'information du 21e siècle sera une société des savoirs et des connaissances en partage. Une société des savoirs et des connaissances en partage. C'est-à-dire une société de l'objectivité, de la vérité, parce qu'articulée sur la démarche scientifique. La science qui permet de savoir, mais de savoir vrai. Cela dit, maintenant, si on revient à votre question, c'est vrai que la question de la liberté de la presse, la liberté d'informer, le droit de l'information, piétine dans nos pays parce qu'on pense que c'est une affaire des journalistes. Ce n'est pas une affaire de journalistes. C'est vrai qu'ils sont en première ligne dans ce combat, mais c'est une affaire citoyenne tout court. C'est une demande citoyenne. Si les journalistes ne peuvent pas travailler librement, Mbaye Thiam, qui n'est pas journaliste, ne pourra pas être informé comme il se doit. Et donc, il y a là, quelque part, une rupture dans la chaîne de transmission des connaissances qui favorise pratiquement autre chose que l'information vraie. Et cela pose des problèmes. Cela dit, ce qui s'est passé récemment est imputable non pas seulement au métier du journalisme, à l'exercice du métier, mais aux insuffisances de notre société. C'est-à-dire que notre société est constituée d'un certain nombre de pôles d'autorité dans l'État, où à côté de l'autorité publique que symbolise l'État, se sont érigées des autorités d'ordre sociologique, coutumière, aristocratique, religieuse, économique et autres politiques qui font qu'on ne sait plus qui est responsable de quoi, et cela donne la liberté, entre guillemets, qui n'en est pas une, mais plutôt la licence à n'importe qui d'intervenir comme il veut dans n'importe quel domaine. Parce qu'il y a des espaces de liberté politique publique, de liberté publique que l'État devrait occuper et qu'il a déserté. Que des journalistes aient informé sur la maladie d'un chef religieux peut se faire. Je le dis de manière très claire. Ça peut se faire, mais cela doit se faire d'une certaine manière. Mais cela ne donne, quelle que soit la manière dont elle a été faite, cela ne donne la liberté, entre guillemets, à personne, encore moins le droit, mais de régler des comptes sur le dos d'une corporation. Parce que ça pose un problème d'exercice du droit par soi-même. Or, l'exercice du droit est du ressort de l'État. C'est l'État qui garantit aux uns et aux autres cette liberté. Cela participe aussi de nos insuffisances sociologiques parce que c'est le lit de l'ignorance qui fait ça. L'ignorance structure l'obscurantisme. Et l'obscurantisme fait que pratiquement on agit de manière plus ou moins désordonnée. Si on était parti sur ce qu'il a dit tout à l'heure, le culte du savoir, faire en sorte que la majorité des citoyens aient accès aux connaissances, au savoir, dans des démarches scientifiques, y compris sur le plan religieux. Parce que la première démarche scientifique, c'est la démarche religieuse. On ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas.
pour le connaître, il faut apprendre. On ne peut pas copier, pour ne pas dire se mettre sur les traditions prophétiques si on ne sait pas. Et pour le savoir, il faut apprendre. Et donc, la science est une partie de la connaissance religieuse. Et parce que dans nos pays, nous sommes des sociétés encore à majorité incultes, analphabètes, mais parler de liberté, comme de démocratie par ailleurs, me paraît superfétatoire. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants et à beaucoup de personnes avec lesquelles je discute que la démocratie est un objectif politique infini dans toutes les sociétés. Parce que plus on en atteint des résultats, plus il faut faire encore des progrès. Mais l'une des démocraties les plus difficiles à acquérir, c'est la démocratie dans un pays où la majorité de la population est analphabète. Tout à fait. Les lois de ce pays qui gèrent les objectifs politiques sont écrites dans une langue que la majorité ne connaît pas. On les transmet dans cette langue, on juge dans cette langue, et ça exclut de fait une bonne majorité de personnes. Et donc, les gens pouvaient se rattraper derrière une information large, véridique, plurielle, qui leur permet, malgré leurs limites intellectuelles, de comparer les éléments et de se faire des opinions plus ou moins objectives. Et c'est ça, en cela que la presse joue un rôle essentiel. Elle compense pratiquement des insuffisances et des lacunes pour permettre aux jeux démocratiques, aux jeux objectifs de se dérouler plus ou moins correctement. Oui, la presse qui joue un rôle essentiel. Monsieur Kane, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous voyez une entrave à la liberté de la presse avec des événements comme ce qui s'est passé dans le journal Les Échos ou encore les déclarations du président Macky Sall par rapport à la presse, son mécontentement par rapport au traitement de l'information de la Covid-19 fait par la presse? Oui, je voudrais tout d'abord préciser que le Sénégal, sous Macky Sall, en juin 2017, a adopté un code de la presse qui est extrêmement répressif. Un code de la presse qui est une grande limite à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Je vais vous faire un petit rappel donc historique. Le projet de code de la presse a été initié en septembre 2009 sous forme de conférence nationale avec, bien entendu, les acteurs des médias, la société civile, l'État du Sénégal, les institutions sociales, les universités et les confréries religieuses, plus l'Église. Donc une conférence nationale sur le projet de code de la presse, qui a été initiée par le président Abdoulaye Wade pour que les journalistes ne soient plus emprisonnés pour des délits de presse. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la dépénalisation ou bien la déprisonnalisation. Ce projet, donc, il a fallu un an, un peu plus d'un an, 1 an et 1 mois, et quelques mois du moins, pour que la conférence nationale adopte un projet de code de la presse, avec, comme je l'ai dit, le concept de déprisonnalisation ou bien de dépénalisation des délits de presse. Octobre 2010. Jusqu'en juin 2017, la majorité à l'Assemblée nationale du parti au pouvoir, sous le président Abdoulaye Wade, puis sous le président Macky Sall, avait refusé de voter ce code de la presse. Un journaliste doit aller en prison. Un point, c'est tout. Donc ce code n'a pu être voté. Le président de la République, Macky Sall, a réécrit le texte. En réécrivant le texte, il a non seulement enlevé tout ce qui est déprisonnalisation et dépénalisation, mais au contraire, il a augmenté toutes les sanctions pénales, toutes les sanctions administratives, toutes les sanctions économiques contre la presse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les journalistes, la presse est dans un corset. Et ce corset-là, aujourd'hui, fait que c'est une atteinte vraiment à la liberté de presse.
Maintenant, pourquoi nous, journalistes, nous avons accepté ce code de la presse? Parce que dans le même temps, ce code de la presse nous permettait de réorganiser un secteur qui était en crise. Crise parce que, vous le savez tous, et c'est valable jusqu'au jour où nous parlons, n'importe qui est journaliste au Sénégal. Okay? Et comme on l'avait dit au début, un journaliste est quelqu'un qui est formé. Même si dans beaucoup de pays, y compris notre pays de référence, l'ancien colonisateur, la France, on peut être donc journaliste sans être diplômé d'une école de journalisme. Effectivement, c'est possible. Ouais. De grands intellectuels, de grands professionnels, dans quelques domaines que cela puisse être, peuvent être de bons journalistes. Parce que comme on l'a dit, le journalisme, c'est simplement des techniques. Donc, dès lors qu'on a le savoir, on peut transmettre. D'abord, on sait, on a des références sur le domaine, hein, et on peut le transmettre. On n'a pas besoin nécessairement d'aller dans une école de journalisme donc pour ça. Mais c'est qu'ici au Sénégal, comme la définition de l'ancien code de la presse, la loi 96-04, disait que est journaliste toute personne, hein, dont l'activité est rémunérée en tant que journaliste. Et donc c'est pourquoi tout le monde entre dans le métier, et le métier aujourd'hui est gangréné, jusqu'à aujourd'hui, est gangréné par des gens qui n'ont aucune éthique, aucune déontologie, parce qu'on a parlé d'éthique, mais on n'a pas parlé de déontologie. Justement, okay? Oui. Sans éthique, sans déontologie, c'est pourquoi la plupart des journalistes aujourd'hui sont des maîtres chanteurs. Hein? Non, il faut qu'on ait le courage de le dire. Tout à fait. Donc, comme le disait tout à l'heure le professeur Mbaye Thiam, il faut avoir un idéal pour exercer dans un secteur d'activité. Oui, subvenir à ses besoins, mais également avoir un idéal. On ne peut pas être instituteur si on n'a pas l'idéal d'enseigner. Oui. Hein? Oui, arriver à avoir un idéal en tête pour ce métier-là, comme vous le dites, mais qui protège finalement les journalistes? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y avait d'autres aspects de la question que vous aviez posée. Oui. Sur les propos du président de la République, sur le fait que la presse était alarmiste, très alarmiste dans la couverture de la pandémie. Moi-même, j'ai dirigé une délégation de la presse, avec tous les acteurs de la presse, le 27 mars, à la présidente de la République. Quand le président nous a reçus, avant même qu'on ait le temps de s'asseoir, il nous a dit que vraiment il était très content du rôle joué par la presse dans la lutte contre la pandémie. Et les citoyens sénégalais le savent parce que ce sont eux notre référence. Nous, la presse n'est pas là pour un État. La presse n'est pas là pour un parti. La presse n'est pas là pour quelque lobby que ce soit. Nous sommes là pour le citoyen sénégalais. Et de ce point de vue-là, la presse a parfaitement joué son rôle depuis le témoignage du président de la République jusqu'à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc nous n'inventons pas le nombre de contaminés. Nous n'inventons pas le nombre de morts. Nous n'inventons pas le développement exponentiel de la maladie, hein, parce que malheureusement, nous n'avons pas les moyens de contrer la maladie. Nous espérons qu'avec la vulgarisation que nous faisons, le citoyen sénégalais va de mieux en mieux comprendre, hein, comme disait le professeur tout à l'heure, même s'il n'est pas lettré, même s'il est analphabète, mais grâce à nos techniques de vulgarisation, qu'on puisse lui faire comprendre le danger de la maladie. Donc de ce point de vue-là, le président de la République est libre d'avoir son opinion, mais nous faisons notre travail. Ce n'est pas lui qui va nous faire changer notre manière de travailler. Nous avons notre éthique, nous avons notre déontologie, et c'est ça qui nous sert de guide. Maintenant, concernant les échos, l'agression contre les échos. Vous savez, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, quelques informations que nous traitons, nous devons la traiter
en prenant en compte nos réalités sociologiques. Il est très difficile au Sénégal, sinon impossible, de s'attaquer à la religion. Le journal Les Échos ne s'est pas attaqué à la religion. Du tout. Le journal Les Échos ne s'est pas attaqué aux guides religieux. Il a simplement donné l'information comme quoi le chef religieux avait été hospitalisé parce qu'il a été contaminé par le coronavirus. Donc c'est une brève en réalité, hein. C'est même pas un article. C'est une brève. Oui. Et mieux, à la fin de l'article, la rédaction souhaite un prompt rétablissement au chef religieux. Donc il n'y avait absolument rien de tendancieux et les talibés, eux par contre, considèrent que leur chef religieux ne peut pas tomber malade. Ce n'est pas un mortel, c'est peut-être Dieu. Okay? Mais nous, en tant que journalistes, nous estimons que c'est important que les citoyens soient informés du fait que la maladie peut toucher n'importe qui. Tout à fait. Hein? Et ça fait partie de notre travail d'éducation. Tout à fait. Et ça, c'est une intimidation à la liberté de presse. Ouais. Hein? C'est pas le seul cas. Il y a pas longtemps, nos confrères de la 7TV ont été agressés. Hein? L'équipe de télévision de la 7TV a été agressée. On a saccagé leur matériel. La station RFM de Mbacké a été saccagée pour les mêmes raisons. C'est une sorte d'intimidation. Ouais. Mais c'est à nous de faire face à ce genre d'intimidation. Merci pour toutes ces informations, Monsieur Kane. On parle de gestion de l'information et de liberté de la presse. Nous sommes effectivement dans un contexte très particulier, celle de la pandémie Covid-19. On en parle depuis le début. En restant dans ce contexte, justement, et en parlant de l'aide à la presse qui a été donnée, justement, pour la Covid-19, comment est-ce que vous analysez, monsieur professeur Mbaye Thiam, comment vous analysez la gestion de cette aide à la presse? Parce que l'information est publique. Tout le monde sait que l'aide à la presse a été là. Qu'est-ce qu'il en est de sa gestion, selon vous? Enfin, on est dans le champ de ce qu'on appelle dans notre pays, et selon un concept qui est très en vogue, mais dans lequel scientifiquement on met très peu de choses claires, de traitement de l'information sensible. Tout à fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En février 1996, déjà, le directeur de la communication de l'époque, Mbaye Sidi Mbaye, pour ne pas le nommer, mon grand frère et ami, m'avait sollicité pour faire un rapport sur l'échec d'un séminaire convoqué par le président Abdou Diouf quelques semaines avant, dont le thème était le traitement de l'information sensible par les médias. Les journalistes et beaucoup d'autres décideurs ont été regroupés à Saly pendant plusieurs jours. Ils ont, passez-moi le terme, passé le temps à se crêper le chignon, au point qu'à la fin du séminaire, il n'a même pas été possible de faire un rapport. On a juste fait un procès verbal. Sophia a dit, Mamadou Kane a dit, Mbaye Thiam a dit, point. Et à la suite de cela, Abdelatif Coulibaly, et mon frère et ami, a organisé un débat à Sud Radio, dans lequel j'ai participé, et au sortir duquel Mbaye Sidi Mbaye m'a demandé, parce qu'il sentait qu'il y avait une perception de cette question du traitement de l'information sensible qui n'était pas perçue avant le séminaire, de faire un rapport là-dessus. Je me suis fait entourer évidemment des compétences que je n'avais pas, Ibrahima Barou, et surtout d'un grand commis de l'État de l'époque, l'ancien gouverneur Ali Diouf, qui était un des meilleurs connaisseurs de l'administration publique sénégalaise. Et on a produit un rapport que j'ai déposé entre les mains du directeur de l'information qui l'a transmis au président de la République. Ça a fait beaucoup avancer certaines choses. Parce que c'est la notion même d'information sensible qui pose problème, à la fois en termes de définition, de contenu et de mise en œuvre. Parce que on est dans la Covid-19, qui est une pandémie, qui exerce des menaces et une pression et des contraintes sur l'ensemble des secteurs du pays. Il s'agit de savoir comment on va communiquer à la population les exigences pour lutter contre cette pandémie. Est-ce qu'il va falloir faire peur,
sensibiliser, conscientiser sur cela. Mais ça, toutes les manières sont bonnes. Toutes les manières sont bonnes. L'essentiel, c'est qu'on arrive à taper dans la mentalité des populations pour qu'elles se rendent compte, soit par la peur, soit par la conscience, soit par la sensibilisation, soit par l'information, qu'il y a là un risque majeur et qu'il y a nécessité chacun de faire ce qu'il faut pour barrer la route au Covid. Sous ce rapport, accuser la presse d'être alarmiste ou pas ne me paraît pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de s'entendre avec tout ce qui informe, tout ce qui communique, tout ce qui parle de ceci ou de cela, pour que le message soit construit dans l'optique d'atteindre les cibles. Quand nous faisons des cours de technique documentaire, on dit aux étudiants, diffuser l'information suppose un message, un émetteur et un récepteur. Et dans cette chaîne de transmission, la cible la plus importante, c'est le récepteur. Comment organiser la diffusion de l'information, le contenu de l'information et la technique de sorte que l'objectif qu'est l'émetteur puisse être atteint de manière positive, de sorte à le pousser à réagir. Sous ce rapport donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qu'il faut corriger du point de vue des décideurs, mais également du point de vue, évidemment, des journalistes. Maintenant, est-ce que la gestion de la Covid-19, en termes de communication, répond essentiellement aux objectifs qu'on s'est fixés, en tout cas du point de vue des résultats? Parce que moi, j'ai pendant 20 ans délivré un cours de méthodologie de la recherche en sciences sociales. Ce qui m'intéresse donc, c'est la démarche, le résultat. Du point de vue du résultat, la réponse, elle est non. Parce qu'on avait, dans un premier temps, fait, il me semble, ce qu'il fallait faire, du point de vue de l'État, des populations et de tout, au point d'atteindre des résultats. Objectivement, après les 2 mois de gestion de la Covid, nous avions dans ce pays atteint des résultats. Après, mais on a changé de stratégie et on est en train de connaître pire. Parce que quand on ouvrait, on était à moins de 30 morts. Aujourd'hui, on est à 250 morts. Tout à fait. Quand on ouvrait, on était autour de 20, 30 contaminés par jour, surtout des gens qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, ils ne viennent même plus de l'extérieur. C'est de l'intérieur qu'on est menacé. Et les professeurs disent, attention, les contaminés dont on ne sait pas qui les a contaminés sont des bombes ambiantes. Parce qu'un contaminé communautaire peut, selon le professeur Seydi, en contaminer au moins 400. Or, depuis une semaine, les effets du desserrement de la Tabaski aidant, on est en train d'embarquer, mais de manière accélérée, dans un processus de dissémination collective. Tout à fait. Or là, il s'agit de savoir, au jour d'aujourd'hui, comment faire pour que les populations reçoivent un message, une communication, une démarche d'information suffisamment soft pour que, sous la forme qu'il faudra, mais on atteigne les consciences des gens et que chacun se dise l'avancée de la Covid ou le recul de la Covid n'est pas une affaire de président de la République, de gouvernement ou de ministère de la Santé. Elle est d'abord et avant tout l'affaire de chaque Sénégalais, l'affaire de chaque groupement, le plus petit, la famille, le quartier, le daïre, l'association, le ceci, le cela. Et c'est comme cela que nous allons tous prendre conscience plutôt, tout au moins dans la majorité, pour arriver à bout de cela. Maintenant, gérer l'information sensible, mais c'est une question qu'on va habiter tout le temps qu'il y aura une société dans laquelle les médias se développeront. Il faudra maintenant gérer une question, comme a dit Mamoudou, qui est consubstantielle à l'avenir de la presse et des médias dans ce pays. C'est de faire le ménage à l'intérieur de la profession par les professionnels, avant que l'État et la société ne viennent en aide aux journalistes pour faire le ménage, parce que ce n'est pas leur bataille exclusive. La bataille sur la liberté de la presse, la bataille sur le droit à l'information est une bataille dans laquelle les journalistes sont dans la locomotive, mais tous les citoyens sont dans le wagon.
Ils sont partie prenante de cette bataille. Tout à fait. Merci, professeur Mbaye Thiam. On en arrive presque à la fin de notre émission, malheureusement, mais je tiens à ce que, Monsieur Kane, vous nous touchiez un mot en quelques minutes sur cette aide à la presse qui a été donnée lors du Covid, lors de la pandémie, justement, de la Covid-19 et sa gestion, selon vous. Oui, donc malheureusement au Sénégal, l'état de droit n'est souvent pas respecté. L'aide à la presse a tout le temps été un scandale, en ce sens que c'est en violation de la loi que l'argent public est distribué. Et à l'exception du ministre à l'époque de la communication, Cheikh Bamba Dièye, tous les ministres, depuis l'avènement de l'alternance, ont tous violé la loi. Pour faire court, l'aide à la presse, enfin, telle qu'on l'appelle, l'aide à la presse, c'est une subvention à la presse. Cette subvention à la presse, c'est une sorte de rémunération de la mission de service public que joue la presse. Parce que ce n'est pas seulement les médias de service public, c'est également l'ensemble des journaux, l'ensemble des télévisions, l'ensemble des radios, l'ensemble des sites internet qui remplissent une mission de service public. On parlait tout à l'heure de la pandémie, la vulgarisation, ne serait-ce que pour le respect des mesures barrières, pour que l'on comprenne, par exemple, du point de vue de la communication des autorités sanitaires, que quand on veut tousser, on tousse dans le coude. Mais aujourd'hui, cette information-là est dépassée et pourtant on continue à la transmettre. Parce que le virus aujourd'hui est aérosolisé, c'est-à-dire qu'il est en suspension dans l'air. Hein? Et c'est pourquoi justement des mesures de barrières phares comme le port du masque, hein, ça a été prouvé scientifiquement que ça protège, même si ça ne protège pas entièrement, le lavage des mains, le maintien de la distance physique, toutes ces mesures-là sont donc importantes. Donc, il y a une mission de service public que jouent les médias. Ici, à iTélé, vous avez changé tous vos programmes hein, pour parler uniquement du coronavirus. Tout à fait. Okay? Donc, il faut que l'État rémunère cette mission de service public. C'est ça qu'on appelle l'aide à la presse. Donc, le 27 mars, quand nous sommes allés voir le président de la République, il a dit qu'il est tellement content du rôle joué par la presse qu'il va doubler le montant de l'aide à la presse, qui est donc passé de 700 millions à 1,4 milliard. Malheureusement, le ministre de la Culture et de la Communication, en méconnaissance de la loi, hein, parce que la situation c'est que très rapidement, il y a la loi 9604 qui régissait l'aide à la presse et qui a été abrogée et remplacée par le nouveau code de la presse. Le nouveau code de la presse ne connaît pas ce qu'on appelle les textes d'application. Il y a d'autres lois qui devaient suivre, des décrets et des arrêtés. Mais tous ces textes d'application-là n'ont pas été pris. Donc, il y aurait eu une sorte de vide juridique. En réalité, c'est totalement faux. Parce que dans les articles 42, 43, 45 du Code de la presse, on dit bien qui est bénéficiaire de l'aide à la presse. Tout à fait. Malheureusement, le ministre de la Culture et de la Communication a distribué cette aide à la presse-là selon ses propres critères. Et très souvent, ce sont des critères politiques. Au finish, on a reçu moins d'un quart de l'enveloppe de 1,4 milliard. Et donc, c'est ça que nous avons dénoncé. Et malheureusement, je le dis encore une fois, depuis des années et des années encore, c'est en violation de la loi que se fait la répartition de l'aide à la presse. Je vous remercie énormément pour votre franc-parler, monsieur Kane. On en arrive vraiment à la fin là, de notre émission. Je sais que vous vouliez placer peut-être quelques mots de la fin. Juste un mot sur cette question, parce que j'ai omis tout à l'heure d'en parler. Je pense que, y compris dans l'aide à la presse, ce qu'on appelle l'aide à la presse est une action publique utile et nécessaire. Il faudrait même jusqu'à changer le concept. Moi, je n'aime pas le concept d'aide. C'est comme aide internationale. J'ai toujours pensé comme l'autre que
ce qu'on appelle aide internationale, comme disait un de mes amis, c'est l'argent des pauvres des pays riches qu'on donne aux riches des pays pauvres. À l'occasion, ici, l'aide à la presse, qui devrait être une subvention accordée à des organes de presse au prorata de leur mode de fonctionnement, de leur personnel, de leurs investissements, de leurs ceci, est utile, mais doit être gérée non pas en tant que tel et non pas comme pratiquement un bonbon que l'on tient pour amadouer certains journalistes qui verseraient très facilement dans la corruption ou dans la géographie et transformer complètement cette action noble et utile de l'État vers pratiquement une destination qui ne devrait pas être la sienne. Tout à fait. Je vous remercie aussi tous les deux pour cette émission où nous avons tenté de creuser un sujet assez profond et assez important. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Merci à toute l'équipe technique. Je suis Sophia Ba et nous vous retrouvons bientôt sur ITV.